Merci d'être là et d'être là à l'heure parce qu'on a une après-midi un peu chargée et l'intérêt évidemment c'est de privilégier les débats avec la salle. Donc je passe tout de suite la parole à Bertrand Warufsel, donc qui est professeur à l'université de Paris 8, qui fait partie du clan juriste dans le cadre de l'association et qui va évoquer le juriste face aux pratiques administratives en matière de secret défense pendant 20 minutes, n'est-ce pas? Merci Yann. J'enlève ma montre pour du coup pouvoir voir les... Tu m'inquiètes pas, d'accord. Tu t'occupes des 20 minutes. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Merci pour les débats de ce matin qui ont été très intéressants et très instructifs. Alors, je voudrais prendre un petit peu la suite et le complémentaire, comme diraient les mathématiciens, de ce que Noé a évoqué ce matin, parce que Noé a regardé la question qui nous préoccupe tous du point de vue du droit des archives, et même de la théorie du droit des archives. Moi, je serais moins théorique que lui, mais je voudrais le voir de l'autre côté, en partant de l'autre côté de la montagne, à savoir le secret de la défense nationale, et plus largement la notion de sécurité nationale, qui évidemment, dont le secret de la défense nationale n'est qu'un instrument. Parce qu'effectivement, la question qui nous réunit aujourd'hui est quand même une question qui est liée à la percussion entre deux univers juridiques qui, a priori, étaient tout à fait indépendants. Noé a bien expliqué la logique de dépatrimonialisation des archives. Et de l'autre côté, les États modernes en tout cas, ont tous mis en place, à partir du XIXe siècle et puis dans la première partie du XXe siècle, des dispositifs pour protéger leurs secrets, le secret de l'État, le secret du prince. Aujourd'hui, on appelle ça le secret de la défense nationale. On devrait d'ailleurs aujourd'hui l'appeler le secret de la sécurité nationale. Il était d'ailleurs prévu éventuellement que ça s'appelle le secret de la défense et de la sécurité nationale. Puis finalement, la formule n'a pas été reprise dans la dernière IG. Et finalement, l'articulation entre les deux, ou plutôt le conflit entre les deux, eh bien, est apparu au grand jour à partir du moment où le droit des archives s'est constitué. Donc, le secret défense est déjà présent dans la loi de 79 sur les archives, et il l'est a fortiori dans la loi de 2008, puisqu'il est un motif de délai, de rallongement des délais de communication, de communicabilité des archives publiques, avec ce fameux délai de 50 ans et un délai subséquent de 100 ans pour les documents classifiés ou anciennement classifiés qui concerneraient la sécurité d'une personne identifiée. Alors, juste un mot sur, j'allais dire, les principes de base du secret de la défense nationale. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissez, et je voudrais insister ensuite sur les lacunes et les pathologies un peu intrinsèques du système de protection du secret de la défense nationale en France, pathologies qui se trouvent exacerbées par la question des archives et qu'on a vu à l'œuvre dans ce que je vais appeler la réforme de 2021, sur laquelle effectivement on doit tous se positionner. Est-ce que le verre est à moitié plein, à moitié vide? Alors, sur les principes du secret de défense, je voudrais juste rappeler juste quelques points très schématiques. On reviendra sur le détail de la mise en œuvre s'il y a des questions techniques dans le débat. D'abord, c'est considéré depuis les origines comme une prérogative complètement discrétionnaire de l'État. Voilà. On est vraiment dans le cœur du régalien. On est dans si je voulais employer une formule qui vient du monde anglo-saxon, donc on est dans le privilège de l'exécutif, et cette prérogative discrétionnaire, elle se traduit notamment par le fait que dans toute la vie du document classifié, du support classifié, eh bien, l'État décide, à travers ses autorités administratives, souverainement. D'abord, l'autorité émettrice décide souverainement de classer ou de ne pas classer un document, et ensuite s'applique à elle, tant qu'elle est classée, toute une série de contraintes, toute une série de règles, je vais en dire un mot, et ça va jusqu'à la décision de déclassification, c'est-à-dire de retirer la mention de classification. Le Code de la défense nous dit bien qu'effectivement, la déclassification doit être opérée par l'autorité qui a émis le document. Parallélisme des formes, j'ai classifié, et à un certain moment, je déclassifie lorsque le document n'est plus utile à la défense nationale, ou
dès lors que sa communication ne porterait plus atteinte aux intérêts de la sécurité nationale. Alors, conséquence de la classification, conséquence de cette décision totalement discrétionnaire de l'État, application de toute une série de contraintes tout au long de la vie du document. Donc des contraintes en termes, j'allais dire, logistiques, il y a des protections logiques, physiques. Les textes définissent la nature des coffres dans lesquels il faut enfermer les documents, la nature des outils numériques qu'il faut pour chiffrer les données, etc. Comment un document peut être transmis, comment un document peut être copié, etc. Et puis également des contraintes concernant les personnes qui peuvent accéder à ce document avec, et souvent c'est un point qui n'est pas, j'allais dire, qui n'est pas connu du grand public, une double obligation. C'est-à-dire, d'une part, une obligation d'habilitation d'une personne, c'est-à-dire, je ne pourrais accéder à un document classifié que si une enquête a abouti à ce que je puisse être habilité par l'autorité administrative, premièrement. Mais deuxièmement, pour accéder à un document, il faut en plus que je justifie de ce qu'on appelle le besoin d'en connaître, le need to know. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai, par exemple, une qualification au niveau secret défense que je peux aller dans n'importe quel service de l'administration de l'État, dire je suis habilité secret défense, donc montrez-moi les documents qui sont classifiés secrets. Je ne pourrai accéder qu'aux documents du niveau auquel je suis habilité et pour lequel j'ai un besoin d'en connaître, c'est-à-dire pour lequel ma fonction, ma mission, mon activité me donne la possibilité d'en connaître. Ce qui veut dire, ça se traduit avec des conséquences très lourdes, j'allais dire en termes de sciences administratives, par un cloisonnement. Dans les services où il y a beaucoup de classifiés, eh bien, je dirais, le fonctionnaire qui travaille dans le bureau qui est à gauche du couloir n'est pas forcément en mesure de connaître non seulement les documents qui sont traités par son collègue qui est à droite du couloir, mais même de savoir que son collègue travaille sur un autre sujet que lui. Parce qu'ils ont beau éventuellement être habilités au même niveau, il y en a un qui s'occupe des questions de matériel et l'autre qui s'occupe des questions d'opération. Celui qui s'occupe des questions d'opération n'a pas connaissance de ce que fait l'autre dans le matériel et réciproquement. Donc des contraintes tout à fait lourdes, qui sont d'ailleurs du coup des contraintes qui ont des conséquences en termes de difficulté de circulation de l'information, en termes de coûts administratifs, en termes de moindre productivité de l'organisation administrative. Dernier point très rapide, comme encore une fois en introduction, ce système est tout entier organisé autour d'une protection pénale, puisque c'est en réalité uniquement parce qu'il fallait pouvoir juger pénalement les personnes qui violeraient le secret de défense que l'État, en France, à partir de 1939, a fait rentrer dans son droit le secret de la défense nationale. Jusqu'en 1939, le secret de la défense nationale n'existe pas dans la loi, tout ça. Mais à ce moment-là, on ne peut pas poursuivre les gens pour violation du secret. On peut les poursuivre pour espionnage, autre chose, mais pas pour violation du secret. À partir de 1939 et jusqu'à aujourd'hui, il y a dans le code pénal des dispositions qui définissent ce qu'est un secret de la défense nationale et qui prévoient la sanction pénale de sa violation, de ce qu'on appelle sa compromission. Les articles 413-10 et 413-11 du code pénal prévoient des sanctions contre celui qui, étant titulaire d'un secret, ayant l'accès légitime à un secret, l'a divulgué à un tiers non autorisé, ou l'article 413-11 prévoit des sanctions pour le tiers, l'homme de la rue, le citoyen, le journaliste, etc., qui accède sans autorisation à un secret. Donc, voilà ce dispositif, qui est un dispositif régalien, qui est un dispositif administratif, essentiellement interne à l'administration. Alors, bien sûr, de temps en temps, ça déborde dans un certain nombre d'organismes privés, mais qui travaillent pour le compte de l'administration. Par exemple, une entreprise qui est titulaire d'un marché public qu'on appelle classé. Si je fabrique un missile, le ministère des Armées, la DGA, fait les spécifications du missile, et bien du coup, dans mon usine, je devrais protéger le secret de défense sur les caractéristiques techniques du missile que je fabrique pour le ministère des Armées. Et à ce moment-là, le marché public transférera sur l'industriel les obligations de protection du secret de défense. Et donc, c'est un dispositif essentiellement interne à l'administration, sauf quelqu'un, mais il est opposable à tout le monde, et il est opposable notamment à tous les citoyens à travers les dispositions du Code pénal. Alors, pourquoi j'ai parlé de lacunes et de pathologies ? C'est qu'il me semble que ce système, qui a encore une fois à sa cohérence, et si vous lisez l'IJ 1300 dans sa dernière version, donc d'août 2021, vous verrez que c'est assez bien organisé, c'est assez précis, eh bien, c'est parce que je pense, en tout cas c'est
c'est l'approche que j'ai de ce sujet, que pour des raisons qui sont, à mon avis, pour partie des raisons de principe, des raisons intrinsèques, ce dispositif a un certain nombre de failles, de faiblesses, et il me semble que le conflit que nous avons sur la question des archives, finalement, est lié à ces pathologies. Ce n'est pas quelque chose qui est venu, j'allais dire, qui est venu de l'extérieur, c'est quelque chose qui, finalement, qui est lié à cette pathologie intrinsèque du système. Alors, ces pathologies intrinsèques du système, je voudrais en évoquer notamment deux aspects qui me semblent essentiels. Le premier aspect, et pour des juristes, hein, je pense que mes collègues juristes sont avec moi, c'est l'horreur absolue, si j'ose dire, hein, c'est le péché capital, c'est que la production du secret de défense, la protection du secret de défense, jusqu'à sa déclassification, échappe quasiment totalement à tout contrôle, que ce soit un contrôle interne ou un contrôle externe. Alors, sur les contrôles internes, il n'y en a quasiment pas en réalité. Hein. Même quand vous lisez l'IJ, vous verrez qu'il y a finalement très peu de choses. Il n'y a pas de corps d'inspection qui va dans les services pour vérifier comment les choses sont. Il y a des instructions qui sont données aux autorités administratives, hein, qui les respectent, puisque théoriquement un fonctionnaire doit respecter les instructions du Premier ministre, ou qui ne les respecte pas. Et à ce moment-là, c'est globalement non sanctionné et souvent non détectable. Parce qu'une des caractéristiques du secret, c'est qu'il est secret. Et donc, ce que l'on fait de mal ou ce que l'on fait d'inefficace avec le secret reste secret et donc échappe même à l'autocontrôle, tellement. Mais également, absence de contrôle externe. Et ça, dans une démocratie, dans un état de droit, c'est quand même encore plus choquant. C'est-à-dire que quand vous regardez les juridictions, hein, eh bien, les juridictions, qu'elles soient pénales ou administratives, eh bien, sont tenues à l'écart du secret de défense. La jurisprudence des juridictions judiciaires ou des juridictions administratives, après avoir un certain temps de résistance, hein, il y a eu un certain nombre d'allées et venues dans la jurisprudence, ont accepté le fait tout à fait incongru que les juges, n'ont pas accès aux documents et aux informations classifiées qui seraient nécessaires à la résolution du litige qu'ils ont à trancher. Et cela peut aller très loin. Parce que cela peut aller, par exemple, hein, je prends tout de suite le cas qui me semble quelque part le plus choquant, jusqu'à ce que demain matin, je sois, par exemple, accusé d'avoir compromis le secret de la défense nationale, parce que, par exemple, je suis effectivement allé dans un service d'archives, j'ai ouvert un carton qu'on m'avait mis à disposition, et j'ai trouvé un document qui, par mégarde, était classifié et n'avait pas été signalé. Et demain matin, on voudrait me poursuivre devant le tribunal correctionnel pour avoir accédé à un secret de la défense nationale alors que je n'étais pas habilité ou que je n'avais pas le besoin d'en connaître, eh bien, évidemment, je vais me défendre devant le juge du tribunal correctionnel. Eh bien, le juge du tribunal correctionnel n'aura pas accès à ce document classifié dont je suis accusé d'avoir compromis le secret. Hein, et il ne pourra pas donc savoir de quelle nature était ce document, et il ne pourra notamment pas vérifier si ce document méritait bien la classification. Or, si vous lisez l'article 413.9 du Code pénal, qui définit la notion de secret de la défense nationale, eh bien, il prévoit deux critères. Un premier que l'administration nous renvoie toujours dans la figure, elle nous a renvoyé pendant tous les mois du débat sur les archives, qui est le fait qu'est un secret de la défense nationale un document qui a fait l'objet d'une classification. Bon. Et ça, même le juge ne peut pas le savoir. Donc, il demande à l'administration, et l'administration lui fait un petit mot pour lui dire « Oui, monsieur le juge, je vous confirme que le document a fait l'objet d'une classification. » Est-ce vrai, est-ce pas vrai ? Il faut qu'il accepte l'avis. Mais deuxièmement, l'article 413.9 nous dit ne peuvent faire l'objet de ces mesures de classification que les documents ou informations dont la divulgation serait de nature à nuire à la défense nationale. Or, imaginez par exemple que le document que j'ai trouvé dans ce carton d'archives soit un document, par exemple, qui soit une synthèse de presse. C'est des choses qui arrivent. J'ai déjà vu des documents classifiés qui sont des synthèses de presse. Hein. C'est-à-dire qu'un rédacteur d'un ministère, etc., a fait une synthèse d'articles de presse. Eh bien, je ne pourrais pas demander au juge d'aller vérifier, et donc d'aller vérifier que ce document ne méritait pas la classification, puisqu'en fait, il ne fait que de rapporter des propos qui sont par ailleurs publics. Et donc, je risquerais d'être condamné sans que le juge du tribunal correctionnel ait pu vérifier l'existence d'un des éléments constitutifs de l'infraction. Vous voyez ? Bon,
c'est quelque chose qui est problématique dans un état de droit, et notamment au regard des choses les plus fondamentales, hein, c'est-à-dire concernant la liberté de l'individu et les libertés fondamentales qui assurent à l'individu le fait de ne pas pouvoir être jugé et condamné arbitrairement. Mais bien évidemment, cela va beaucoup plus loin parce que dans un certain nombre de cas, y compris dans des cas scandaleux, hein, les juridictions doivent, abandonner les poursuites, doivent prononcer des non-lieux dans des affaires qui, tout simplement, ne peuvent pas aller au bout de leur traitement parce que l'administration n'a pas autorisé le juge à accéder aux documents classifiés. On a plein d'affaires, hein, depuis l'affaire Ben Barka jusqu'à l'affaire des frégates de Taïwan, en passant par plein d'autres, où finalement l'institution judiciaire s'est trouvée, démunie face à ce secret de la défense nationale. Donc l'absence de contrôle interne et externe, c'est quand même une pathologie intrinsèque du système. Deuxième pathologie, qui quelque part découle sans doute en réalité de la première, hein, parce que quand il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de mécanisme régulateur qui permet d'éviter les dérives, c'est le phénomène que les anglo-saxons, puis maintenant les Français, appellent la surclassification. Hein. C'est le phénomène qui fait qu'on abuse de la classification. On classifie ce qui n'a pas besoin de l'être. L'exemple que je donnais, une synthèse de presse qui avec un tampon confidentiel défense, où on surprotège quelque chose, c'est-à-dire on le protège à un niveau trop élevé. Hein, jusqu'au mois d'août, il y avait 3 niveaux de classification, confidentiel, secret, très secret. Maintenant, il n'y en a plus que 2, secret, très secret. Confidentiel, c'était un peu le niveau de base. Le niveau secret était plus élevé. Si je peux avoir surclassifié en ayant utilisé une mention de classification qui n'est pas en relation avec le niveau de gravité de l'information qui est contenu dedans. Et puis la surclassification, ça peut être aussi, et ça nous amène à notre sujet, ça peut être aussi de conserver la classification bien au-delà du moment où en réalité elle cesse d'être utile, c'est-à-dire où il n'y aurait plus de menace pour la défense et la sécurité nationale de divulguer le document. Et donc cette surclassification est une pathologie extrêmement fréquente, et des pays étrangers, notamment les pays anglo-saxons, luttent de manière assez active contre la surclassification. Et ils ne le font pas uniquement pour respecter les droits de l'homme et les libertés publiques, ils le font aussi parce qu'en réduisant la surclassification, on améliore la productivité du système, y compris la sécurité de l'information. Parce que tout le monde sait que si on a moins à protéger, on protège mieux. Si j'ai à protéger 50 documents, c'est plus facile que si j'en protégeais 5000. Donc si je restreins et j'en déclassifie 4500, je garde les 500 qui, eux, sont véritablement sensibles, et ceux-là, évidemment, j'y assure une protection supérieure. Alors, j'en viens à la question qui nous rassemble tous. Qu'en est-il effectivement de cette réforme, on va dire de 2021, sur la conciliation, l'articulation entre ce droit de la sécurité nationale, hein, à travers son instrument qui est le secret de la défense nationale, dont le Conseil constitutionnel a reconnu qu'il participait à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection des intérêts fondamentaux de la nation, et d'autre part, le droit des archives publiques, dont vous savez également que le Conseil constitutionnel, en 2017, a reconnu qu'à travers l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, il avait une valeur constitutionnelle. Alors, moi, je voudrais quand même ne pas désespérer la cité universitaire et dire qu'on a quand même gagné sur un point qui n'est pas négligeable, hein, on a, au moins sur le plan théorique, obtenu la consécration légale du primat du droit des archives sur les décisions administratives en matière de secret de défense. Hein. Le grand 3 du nouvel article 213.2, hein, qui nous dit que les mesures de classification mentionnées à l'article 413.9 prennent automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet devient communicable de plein droit, c'est quand même, le retour à la raison. Hein. Non seulement une instruction interministérielle ne pouvait pas déroger à la loi, mais d'une manière générale, il faut que le secret, en tant que prérogative de sécurité nationale, demeure l'exception, et que la liberté demeure le principe. Hein. Les juristes de droit public connaissent un vieil extrait de conclusion du commissaire du gouvernement qui dit ça au début du XXe siècle. Hein. Il ne faut pas inverser les principes et l'exception. Le principe, c'est la liberté d'accès aux archives publiques. L'exception, c'est le secret de la défense nationale. L'IJ 1300 de novembre 2020
ainsi que sa précédente, avait en réalité renversé le système. Il a été remis debout. C'est quand même quelque chose d'important sur le plan théorique et qu'il fallait absolument obtenir. En revanche, effectivement, on peut penser que ce succès est altéré par des exceptions qui sont trop larges. Alors, je ne rentre pas dans le détail de ces exceptions parce que vous en avez déjà entendu parler, mais elles sont trop larges à deux niveaux. D'une part, les formulations qui sont utilisées sont susceptibles d'interprétations qui, bien évidemment, sont des interprétations qui appartiennent à l'administration. Mais également, les délais de communicabilité, enfin d'incommunicabilité, le délai de 50 ans est décalé et glissant et est décalé au moment où les différentes exceptions en question cessent, j'allais dire, d'avoir une valeur opérationnelle, cessent d'avoir une affectation. Et donc, on va avoir également non seulement des problèmes de savoir qu'est-ce qu'il faut entendre par capacité opérationnelle d'un service de renseignement, mais également de savoir à partir de quel moment un document qui concerne une certaine affaire ne concerne plus les capacités opérationnelles d'un service de renseignement. Donc on a une double difficulté. Néanmoins, et je voudrais terminer par là, l'IJ 1300 actuel, et c'était déjà le cas d'ailleurs dans sa version de 2020, a entrouvert une petite porte, simplement qu'elle n'a pas ouvert suffisamment et que je préconise que l'on pousse pour aller plus loin, qui serait de prévoir des mécanismes pour, je dirais, obliger, ou en tout cas inciter très fortement les services de l'État à déclassifier au fil de l'eau les documents secrets, pour que ne reste finalement dans les dossiers d'archives au moment du versement qu'un minimum de documents classifiés. Or, il me semble que pratiquement, c'est par là qu'on arrivera, j'allais dire, à réduire la quadrature du cercle. S'il y a dans les dossiers qui sont versés aux archives un petit nombre de documents classifiés, il est à ce moment-là possible, à la fois pour les administrations versantes, pour les services d'archives, pour les chercheurs, etc., de trouver les bons compromis sur les exceptions qui sont prévues par la loi. Si on reste avec des volumes extrêmement importants, on nous a parlé de dizaines de milliers de cartons qui sont aujourd'hui bloqués, eh bien, ceci est ingérable. L'IJ 1300, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous la lisez, vous verrez qu'elle prévoit que dès le début de la classification, on doit prévoir une mention de déclassification, que si un document comporte une date de déclassification, la déclassification sera automatique, sauf si l'administration a changé d'avis entre-temps, etc. Et qu'au moment où on versera les documents aux archives, il devrait y avoir également un examen de la classification pour vérifier que les documents qui sont versés au service d'archives méritent toujours la classification, ou si la pertinence de cette classification ne s'impose plus. Simplement, cette logique vertueuse, parce que je pense qu'elle est vertueuse, pâtit d'un grave défaut, c'est qu'il n'y a, là encore, aucun contrôle, ni interne, ni externe, et aucune sanction. Et donc, une des choses sur lesquelles je pense nous devrions en tout cas agir, c'est d'essayer d'obliger l'administration, d'obliger l'État à introduire un regard extérieur dans le système. Et il me semble notamment que la commission du secret de la défense nationale, qui est la structure qui a été inventée à la fin des années 90 pour essayer de résoudre cette contradiction entre le non-accès du juge au secret de défense et les impératifs de sécurité nationale, eh bien, la commission du secret de la défense nationale pourrait être dotée d'une fonction de contrôle pour venir régulièrement dans les services de l'État, non pas, j'allais dire, vérifier les documents classifiés un par un, mais, j'allais dire, mener un certain nombre d'audits pour pouvoir donner aux différents services, j'allais dire, un label de bonne application de la règle. C'est une idée qui ne sort pas de mon imagination, c'est une idée qui fonctionne dans un certain nombre de pays. Aux États-Unis, vous avez un organisme indépendant qui dépend de la NARA, qui dépend des archives nationales américaines, qui exerce cet oversight de la classification dans les services qui produisent des documents classifiés. Ceci est un élément, à mon avis, complémentaire qui devrait pouvoir compléter le dispositif de 2021. Et dernier élément, et j'arrête là-dessus, les différentes catégories dans les exceptions que j'ai évoquées, dont j'ai dit, comme tout le monde, qu'elles étaient trop larges, sont néanmoins un levier sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer. Parce que je prédis, et peut-être d'ailleurs que notre future association y jouera un rôle, je prédis que cette réforme va engendrer, et doit engendrer, un contentieux. Mon voisin
dans un sujet un peu différent qui concernait le Rwanda, donc qui était avant 50 ans, va nous expliquer comment il a activé, j'allais dire, les procédures juridictionnelles pour essayer de faire progresser l'accès aux documents dont qu'il souhaitait pouvoir communiquer. Nous devons mener, j'allais dire, une guérilla jurisprudentielle, une guérilla contentieuse, pour obliger l'administration à motiver ses refus, si refus il y a, et à ce que le juge, finalement, dise comment il faut interpréter capacité technique d'un service de renseignement, organisation des moyens de la dissuasion nucléaire. Tous ces éléments-là sont pour l'instant des concepts vides. Nous devons les remplir, et nous devons les remplir non seulement par une action doctrinale comme celle que nous faisons en nous réunissant ici, mais aussi par des actions contentieuses. Et c'est peut-être là où l'État, où le gouvernement j'allais dire, n'a pas mesuré bien ce qu'il faisait. Hein. Il a cru effectivement, comme disait Frédéric, échanger contre un peu de verroterie le système de déclassification qu'il voulait mettre en place, mais il a entrouvert un tout petit peu la porte, il nous a donné des armes, il nous a donné des leviers que nous allons devoir utiliser pour donner un contenu conforme aux libertés fondamentales, au secret de la défense nationale et à sa conciliation avec le droit des archives publiques. Merci beaucoup. Je passe immédiatement la parole à François Graner, qui est dans cette position, qui fait citoyen ici, puisque physicien et directeur de recherche au CNRS, il est maintenant aussi un des spécialistes du Rwanda. Et donc, il va nous expliquer comment cette mutation s'est accomplie. Bonjour, non, je ne vais pas vous raconter ma vie en détail. Effectivement, je représente ici le point de vue du citoyen et je remercie donc beaucoup les organisateurs de me permettre de parler ici parce que je pense que c'est très important dans toute cette procédure contre l'IJ 300 et puis le secret défense en général, d'associer non seulement les associations professionnelles mais aussi les associations de citoyens et donc cette journée pour moi est très importante. Alors, ici, je suis membre d'une association qui s'appelle Survie, qui analyse et tente de faire évoluer la politique française en Afrique. Et un des enjeux importants sur lesquels moi je travaille, c'est le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Alors, je ne suis pas spécialiste du Rwanda, je suis spécialiste du rôle de la France dans le génocide des Tutsis, ce qui est quelque chose de très différent. Et l'enjeu de cette recherche-là, c'est de comprendre qui a fait quoi, quand et pourquoi, pour une raison très précise, c'est pour éviter que ça se reproduise, pour en tirer les leçons, puisque les leçons n'en ont jamais été tirées. Alors, à ce titre, de membre de l'association Survie travaillant sur ce sujet, j'ai rejoint un collectif qui s'appelle Secret Défense, un enjeu démocratique. Et donc là, je vais vous faire 3 parties, essentiellement. D'abord, vous parler de ce collectif, et ensuite, de parler plus spécifiquement du rôle de la France dans le génocide des Tutsis, du point de vue de l'accès aux archives civiles et de l'accès aux archives militaires. Même si moi, dans l'ensemble, les archives ne sont pas nos seules sources d'information. Les témoignages sont très importants pour quelque chose qui s'est passé il y a un quart de siècle, mais on va dire que l'aspect témoignage n'est pas central aujourd'hui. On peut en parler en privé si vous voulez. Alors, le collectif. Qui c'est ? Il y a beaucoup de membres qui sont présents ici, que je salue. Et donc, on a fait une brochure qui est celle-là que vous avez en consultation sur la table là-bas. On en a quelques exemplaires si vous voulez. On peut en donner. Et on a un site qui s'appelle collectifsecretdéfense.fr. Essentiellement, ça regroupe une quinzaine d'affaires qui ont plus ou moins, depuis 1944 jusqu'à 2013, donc vous voyez qu'il y a toutes les limites d'âge, on est en dessous ou au-dessus de toutes les limites d'âge. Mais le point commun, c'est qu'essentiellement, à un moment ou à un autre, la justice a été entravée par un problème d'accès aux archives lié au secret défense. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça secret défense, un enjeu démocratique. Ce n'est pas uniquement une question de justice, on va le voir. Alors, ça concerne des affaires, certaines concernent uniquement les civils, hein, le chalutier breton Bugalet-Braise, l'affaire Boulin, l'explosion de la maison des Têtes de Toulon, et 3 catastrophes aériennes, celle du Stika, l'Ajaccio-Nice et le Santiago-Orly, sont des choses qui a priori ne concernent que les civils. Et puis il y a toutes celles dont on a aussi évoqué aujourd'hui qui concernent le colonialisme ou le néocolonialisme. Je pense à l'affaire de Tiaroy, dont on a parlé, l'Algérie, Kidal, donc les journalistes de RFI tués au Mali, et puis bien sûr notre affaire, le génocide des Tutsis au Rwanda, pour lesquels on a 5 plaintes, enfin nous, d'autres associations ont actuellement 5 plaintes en cours contre des Français pour complicité de génocide, et dont ces plaintes se retrouvent entravées, comme d'autres du collectif, par
les questions de secret défense. Et puis, dans le cadre du colonialisme ou du néocolonialisme, on a les affaires qui touchent des personnalités, en particulier des militants très en vue. Et là, je voudrais citer l'assassinat de Thomas Sankara, de Mehdi Ben Barka, de Maurice Audin, de Henri Curiel et du juge Bernard Borrell à Djibouti. Alors, le but de ce collectif, c'est de comprendre ce qui s'est passé, de faire évoluer les pratiques, de s'aider, de s'informer mutuellement, de mettre en commun nos expériences, évidemment, et puis, pour chacune de nos affaires, de faire avancer la justice, puisque chacune est bloquée d'une manière ou d'une autre. Il se trouve que, selon nos affaires, il y a des fois où on rencontre des juges qui sont plutôt enclins à aider les parties civiles, d'autres plutôt enclins à ne pas le faire. On a tous les aspects, mais dans tous les cas, à un moment, du fait du blocage de la justice, on est amené à passer par-dessus la justice et à activer les volets médiatiques ou politiques. Et ça concerne quasiment toutes nos affaires. Et j'ai recensé au moins 5, mais il y en a peut-être plus, promesses présidentielles pleines de bonnes intentions, jamais suivies des faits. Ou peu suivi des faits, ce qui est finalement assez bizarre, parce que c'est curieux que dans des affaires de justice et de secret défense, on en vienne à activer les relais présidentiels. Et on peut aussi se demander pourquoi les relais présidentiels ne sont pas suivis des faits dans une république qui est aussi présidentialiste que la nôtre. Voilà, donc en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis, il y a eu une annonce présidentielle très claire, donc en 2015, suite à beaucoup de polémiques. Le président Hollande décide qu'il veut y mettre fin, et que pour ça, il n'y a rien de mieux à faire que d'ouvrir les archives civiles, celles de l'Élysée. Il fait cette déclaration en présence de Dominique Bertinotti, qui est la mandataire de François Mitterrand, dans le cadre des protocoles dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire qui est autorisé à donner accès ou pas aux archives de François Mitterrand. Et François Hollande dit qu'il veut que ces archives il est dit en avril 2015 qu'il faut que ces archives soient accessibles à tous les chercheurs avant la fin 2016, et qu'il va donc procéder à la déclassification. Et il dit je déclassifie 83 documents et je demande au ministère concerné, par ces archives Mitterrand, d'en faire de même. Puisque vous savez que ces archives Mitterrand, ça veut dire fonds des conseillers de Mitterrand stockés aux archives nationales, mais la décision de déclassification est faite par les services versants, ce qui concerne plusieurs ministères, Affaires étrangères, Défense et Premier ministre, en plus de l'Élysée. Et alors, la décision de Hollande elle-même est essentiellement du bluff, ou en tout cas du vide, puisque ces 83 documents sont soit inintéressants, soit déjà connus. Je vais vous en donner 2 exemples qui vont illustrer un petit peu la notion de surclassification. Il y en a une que j'aime bien, c'est quand le conseiller Afrique de Mitterrand lui écrit en une ligne, le document contient une ligne, c'est « Avec votre autorisation, demain je me rendrai à la messe en l'honneur du défunt président rwandais ». Voilà, ça, je viens de faire non seulement de violer un article du Code pénal, mais de vous rendre receleurs tous, et vous êtes tous donc susceptibles d'être traînés devant le tribunal correctionnel grâce à moi. Je vous remercie de votre solidarité d'ailleurs. Alors, je vais même récidiver, puisque je vais vous dévoiler un autre de ces secrets défense qu'il faut absolument cacher aux yeux du public, c'est quand les troupes françaises sont stationnées à ce qui s'appelait à l'époque le Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, et s'apprête à entrer au Rwanda. Très logiquement, le ministre de la Défense, François Léotard, va les voir. Très logiquement, il est accompagné d'une centaine de journalistes dans ses bagages, parce que c'est extrêmement médiatisé. Très logiquement aussi, le Quai d'Orsay demande à l'ambassadeur au Zaïre de prévenir les autorités zaïroises que demain, il va y avoir un ministre et une centaine de journalistes qui débarquent. Bien. Eh bien, demain, le ministre de la Défense viendra visiter nos troupes, vous en avertirez les autorités zaïroises. Ça, c'est classifié. Bien, il y a une centaine de journalistes qui sont au courant, mais c'est classifié. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe suite à la décision de Hollande ? Les ministères concernés font cette déclassification. Ils le font très discrètement au fil d'une année. Il a fallu qu'on active des téléphones, qu'on active des liens personnels pour apprendre que cette déclassification avait eu lieu, parce qu'elle n'a jamais été médiatisée. Alors, moi et d'autres, on a fait des demandes déjà dès la demande de Hollande, puis à nouveau quand on a su qu'il y avait eu des déclassifications. Alors, donc, dans le cadre et d'ailleurs, je veux tout de suite remercier les Archives nationales, et donc on parlait du rôle de l'administration. Dans mon cas, les Archives nationales ont été extrêmement utiles, aidantes, m'ont soutenu d'un bout à l'autre. Même si, effectivement, il y a un parcours du combattant qui n'est pas le même que dans le Royaume-Uni pour accéder aux archives, on peut donner des détails, mais
j'ai pas pleuré, mais enfin j'étais comme très jaloux quand j'ai entendu parler du système anglais ce matin. Mais en tout cas, j'ai eu par Madame Bertinotti des réponses variables. D'abord 10% de ce que je demandais, puis 50% de ce que je demandais. Les autres personnes qui ont demandé, il y en a une qui a eu plus que moi, il y en a une autre qui a eu moins que moi, il y a eu une autre qui a eu aussi une autre qui a encore plus. Enfin, c'est extrêmement variable, on ne peut pas savoir. Les réponses ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours. Alors, ça c'est cette exception des protocoles Mitterrand et Giscard dont on a parlé ce matin, qui a été jugée non pertinente par la loi de 2008, mais qui l'a quand même entériné et prolongé uniquement. La loi a dit qu'il fallait que ça change, que ça ne pouvait pas être acceptable pour les présidents à venir, mais elle a entériné le maintien pour les 2 présidents passés. Et donc, moi, j'étais justement concerné par cette exception, cette dérogation, cette anomalie. Et donc, j'ai porté ça devant le Conseil constitutionnel, qui est une instance politique et non pas juridique, et puisqu'elle elle est composée, elle est nommée et composée de personnes en parti politique, et en particulier d'anciens présidents ou d'anciens premiers ministres, qui ont jugé, à mon avis, suivant des arguments plus politiques que juridiques, que c'était parfaitement conforme à la Constitution qu'on puisse se heurter à une personne privée qui prenne des décisions absolument indépendante de tout le pouvoir politique et aussi sans aucun recours judiciaire possible, puisque sans avoir à motiver ses refus. Alors, il m'a fallu 50 procédures au total et une pression exercée par la Cour européenne des droits de l'homme pour arriver à ce qu'en juin 2020, le Conseil d'État non seulement donne accès aux documents des archives Mitterrand que je demandais, mais aussi, et là, impose que désormais, il puisse y avoir un droit de recours sur les décisions concernant justement les demandes d'accès aux archives. Alors, c'était un petit peu, de mon point de vue, c'était trop tard parce que notre livre qu'on a écrit avec Raphaël Doridan et l'association Survie sur l'État français et le génocide des Tutsis, ce livre était déjà paru avec déjà beaucoup d'informations nouvelles, mais pas les toutes dernières qui étaient encore recelées par les archives nationales. Mais le Conseil d'État a bien fait l'effort de le faire avant la fin des 25 ans du mandat de Mme Bertinotti, pour justement pouvoir avoir à se prononcer. Et ce qui est très intéressant, c'est les attendus de la rapporteure publique, Madame Ilgic, que je remercie ici, mais c'est parce qu'elle m'a permis de consulter ces attendus, qui ne sont pas publics. Et donc je pense que c'est intéressant de les lire parce qu'ils concernent un certain nombre de choses dont on discute ici. L'intérêt légitime du demandeur à obtenir communication de ces archives nous paraît établi. Le fait qu'il soit membre d'une association qui se présente comme dénonçant toute forme d'intervention néocoloniale en Afrique et comme militant pour une refonte de la politique étrangère de la France sur ce continent n'affaiblit pas cet intérêt. Il renforce au contraire le sentiment que le demandeur entend, par ses travaux, alimenter le débat public sur le sujet, jouant ainsi un rôle auquel la Cour européenne des droits de l'homme accorde une protection particulière sur le fondement de l'article 10. Vous voyez la jurisprudence citée. Dans cette logique, la teneur du positionnement du demandeur, ici clairement critique, est indifférent. Au regard des droits et libertés que l'existence d'une possibilité de consultation anticipée des archives publiques contribue à assurer, il serait très contestable d'en réserver le bénéfice aux seules personnes dont on peut penser qu'elles entendraient faire des documents obtenus une restitution élogieuse. Ce qui veut dire deux choses, essentiellement, comme je l'interprète, d'une part que quand le débat public est d'intérêt clair, et là la déclaration de François Hollande mettait évidemment ce débat public au-dessus de beaucoup d'autres choses, eh bien il faut qu'on puisse avoir un accès large, et c'est important que l'accès soit large. La deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être une pique plus ou moins déguisée contre le choix d'Emmanuel Macron de contourner l'obstacle en confiant l'accès aux archives, l'accès entier aux archives civiles et militaires à la commission présidée par Vincent Duclercq, et donc qui se déroulait au même moment qu'avait lieu cette décision du Conseil d'État. Alors, et au final d'ailleurs pour l'État actuel, justement suite à la fin de la commission Duclercq, maintenant ces archives Mitterrand sont disponibles et vous tous vous pouvez y aller sans difficulté maintenant, allez les consulter, avec même maintenant le droit de photographier, ce qui est quand même un très gros progrès de ce point de vue-là. Donc la question de ces archives civiles est relativement bien terminée, même si tout en parlant des archives civiles, Duclercq a eu accès, et la commission Duclercq a eu accès à une version non expurgée
d'une lettre de Michel Rocard de 1997, qui n'a été publiée qu'en version expurgée, dans laquelle on voit que Rocard écrit à beaucoup de dirigeants de l'époque, Elisabeth Guigou, Hubert Védrine et d'autres, en 1997, il revient du Rwanda, il dit « Voilà les informations effrayantes que je viens d'apprendre, je vous demande de détruire immédiatement après l'avoir lu, le document que je vous envoie. Et actuellement, nous n'avons pas ces informations. Nous n'avons à part ces 2 pages-là, tout le reste est disponible maintenant en ligne. Mais il y a donc 2 pages noircies dont on ne sait pas ce qu'elles contiennent. Voilà. Ça, c'est pour les archives civiles. Maintenant, je vais passer aux questions d'archives militaires, toujours sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Alors là, il y a eu pendant des années des refus systématiques. Et on a donc demandé à rencontrer le service historique de la Défense pour essayer de définir une manière éventuellement de faire évoluer les choses. Et donc je remercie beaucoup mes interlocuteurs à ce service. Mais globalement, avant ou après le passage de la commission Duclerc, les refus continuent à être systématiques. Aussi, alors je ne vais pas parler des délais dans les archives civiles, mais les délais dans les archives militaires, c'est pareil. Je reçois en ce moment au compte-gouttes des réponses pour mes demandes de février. Et qui sont au compte-gouttes, je reçois des refus systématiques. Sauf, très curieusement, les archives privées de François Léotard, que Vincent Duclerc pour lesquelles il n'a pas eu l'autorisation de consultation, et moi je les ai eues, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai pu réserver, avec 2 mois d'avance, ma place pour consulter les archives de François Léotard, et puis 2 jours avant, j'ai reçu un message de la direction de la mémoire et du patrimoine m'expliquant que non, il y avait une partie d'archives publiques dans ces archives de François Léotard et que donc je n'étais pas autorisé à les consulter. Donc le fait qu'elles soient publiques m'interdisait de les consulter, c'est la logique du système. Donc, et donc maintenant, je suis encore, donc après plusieurs mois, moi et les autres qui essaient de consulter, on est au niveau 0 de ce point de vue-là. Le progrès, il y a eu un progrès de 2 types. D'abord, l'inventaire, même l'inventaire, qui devait pouvoir permettre de déposer des demandes, était l'objet d'un gros problème d'accès. Il a finalement fuité dans Mediapart avant d'être finalement rendu public par Vincent Duclerc, par la commission Duclerc. Donc là, maintenant, on a au moins une possibilité de déposer des demandes de cote un peu plus facilement, quand même. L'autre chose, c'est que les documents consultés et cités par la commission Duclerc sont déposés aux archives nationales et peuvent être donc des copies, pardon, sont déposées aux archives nationales et donc plusieurs milliers de documents sur plusieurs centaines de milliers peuvent être consultés de cette façon-là. Donc on est sur quelques pourcents à peu près. Certains sont très intéressants, mais donc là actuellement, je vais faire le recours à la commission administrative, à la commission d'accès aux documents administratifs, puisque c'est autorisé pour les documents militaires aussi. Et donc, je repars dans une série de procédures qui va peut-être durer longtemps. Je n'y vais pas seul, mais je serai très heureux si, éventuellement, à titre individuel ou associatif, des personnes ici présentes voulaient soutenir cette démarche, s'y associer d'une manière ou d'une autre, par un communiqué, par une aide pratique ou autre. Je voulais quand même insister sur un point, c'est que, pour référence au système judiciaire, je voudrais dire que nos affaires bloquées en justice, et en particulier les plaintes sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, on a une liste de documents demandés par les juges et refusés par l'armée au nom du secret défense. Cette liste de documents, sur demande de Vincent Duclerc, lui ont été fournis pour qu'il puisse les consulter, puisque lui avait un accès illimité. Bien. Nous n'avons eu aucun retour, et ces documents ne font pas partie des documents marqués comme consultés par Vincent Duclerc et disponibles aux archives nationales, et donc les juges n'y ont toujours pas accès. Voilà. Donc évidemment, ça entretient les suspicions. Ça ne peut que, qu'on soit de bonne foi ou pas, qu'on donne le bénéfice du doute ou pas, une attitude comme ça, évidemment, ne peut que contribuer à entretenir les polémiques et les suspicions. Et là, de ce point de vue-là, on n'y peut rien. Alors, pour résumer et tirer les grandes lignes, je voudrais dire que, oui, on peut dire que l'écriture de l'histoire est empêchée, hein, c'était le titre qu'on a donné à ma communication. L'écriture de l'histoire et la justice sont toutes les deux empêchées par le secret défense et les problèmes d'accès aux archives. Il règne, pour revenir sur l'intervention précédente, il règne, du point de vue du citoyen, quand on consulte des archives, on voit qu'il y a un grand désordre au niveau du secret défense, à cause de la masse de documents, à cause du manque de suivi,
à cause de fait qu'il y a des justifications souvent non fondées, probablement aussi un manque de formation des intervenants, mais la manière dont le caviardage est fait, par exemple, il est fait de façon assez large et de façon très désordonnée. Par exemple, une grande partie des documents, je peux reconstituer ce qu'il y a dessous parce que ça s'étalait dans la presse dès le premier jour, hein, dès le jour. Donc depuis 1994, toutes les informations sont dans la presse. Je ne sais pas pourquoi on caviarde ces choses-là actuellement. Il y a des choses très intéressantes. Alors là, je soumets ça aux juristes ou aux archivistes. Il y a une grosse masse de documents qui sont déclassifiés 2 fois. Vous avez le tampon de 2006, le tampon de 2021. C'est très intéressant, côte à côte. Je peux vous en montrer des jolis exemples. Ensuite, le fait que le secret défense a très peu à voir avec la défense des frontières, hein, malgré son nom. Ça, faut vraiment insister là-dessus. Hein. Moins de la moitié est lié au ministère des Armées, mais globalement, même ce qui est lié au ministère de la Défense, ça a très peu à voir avec la défense nationale. Hein. Dans mon sujet, il n'y a rien qui concerne la défense des frontières. Hein. Ensuite, l'enjeu pour nous, il n'est pas seulement sur le passé, il est vraiment pour le présent et pour le futur. C'est un problème de démocratie. C'est un problème de protection du secret des décisions gouvernementales. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, même les politiciens qui attaquent ce secret défense quand ils sont dans l'opposition en viennent, je ne citerai pas de nom, mais en viennent à le soutenir et à l'activer quand ils sont au pouvoir. Et donc je pense que seule notre pression collective peut avoir un effet pour faire évoluer les choses dans le futur. Merci beaucoup.